Le 11 janvier 2025, une conférence a été tenue dans mon lycée portant sur le sens et le non-sens de la philosophie africaine. Tenez-vous bien, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple philosophie, c'est un grand problème qui est là. Parce que le but de ce thème, c'est de faire comprendre aux élèves que l'Africain est un être primitif avec une mentalité prélogique et qu'il ne peut pas réfléchir et élaborer un raisonnement cohérent. Ce thème est aussi inclus dans le programme scolaire. On l'a déjà même étudié, même s'il y a une thèse contraire. Mais l'objectif principal, c'est de faire comprendre aux élèves que l'Africain, en vrai, n'est que zéro. Il était interdit de filmer la conférence et même d'emmener le téléphone. Mais moi, je l'ai emmené. Je vous ai fait un enregistrement et je vous laisse l'écouter. Il est émotif et n'a presque pas de vie intellectuelle. Ça va? Il est un être de corps et non de raison. Donc permettez que je sois à la fois pédagogue et conférencier. Alors, Grigoriev, lui, a écrit un petit ouvrage qu'il a intitulé Philo de base. Dans cet ouvrage, je le cite. Il dit, la citation est tellement longue, vous attendez que j'essaye de faire le résumé, mais il dit lui-même ceci. Il y a de ces petites phrases qui font rêver et en lesquelles se résume beaucoup ce qui reste d'une instruction dite obligatoire. L'Égypte est un don du Nil, le miracle grec. Il y a eu d'autres miracles sans doute, mais pour l'Occident que nous sommes, c'est lui qui parle, et que le monde rencontre, envie et repousse, c'est là le début d'une longue histoire, celle de la pensée à se dégager de l'emprise des mythes et des dieux, à poser tous les problèmes sur le plan rationnel, à inventer une philosophie éthique et une science politique. À en croire Vladimir Grigoriev, un homme instruit, et c'est vrai, devrait savoir, donc vous là, en terminale A, celui qui ne sait pas que seul le Nil, l'Égypte serait rien, n'est pas instruit. Donc ça, c'est les Rubicons d'une instruction. C'est le b.a.-ba de l'instruction. Donc c'est des éléments qui s'imposent. Vous devez savoir ça. Que le Nil est l'Égypte est là, que l'Égypte est Égypte grâce au Nil. Et il dit de la même façon, un homme instruit, suivez très bien, devrait et doit savoir que la philosophie est un miracle grec. C'est ça ce qu'il dit. Donc, en même temps, on est instruit parce qu'on sait que l'Égypte est un temps Nil, mutatis mutantis, on devrait savoir que la philosophie est un miracle grec. Miracle veut dire quoi? Que la philosophie est l'apanage, est l'exclusivité, est la chose exclusive, particulière des Grecs. Donc du coup, voici une fois de plus l'Afrique tout à fait délogée du champ de la philosophie. Donc pour Vladimir Grigoriev, c'est une bêtise que de vouloir rechercher ailleurs qu'en Occident la présence d'une philosophie. Elle est née au 7e, 6e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et c'est là-bas que la question sur l'être a été posée et reste jusqu'à ce jour une préoccupation essentielle. Là-bas, on cherche à saisir les causes premières. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il y a? C'est quoi ce quoi? Pourquoi le pourquoi? Voilà les questions philosophiques. On ne philosophe pas en répondant à la question comment. Comment est une démonstration? Comment l'homme marche? En utilisant ses pieds en marche. Mais pourquoi l'homme marche? Voilà une question qui échappe au noir. Moi, je me situe
dans l'horizon des Européens. Donc du coup, tout ce monde-là a soutenu une thèse peut-être malheureuse pour les Africains, mais une thèse claire. On ne peut pas parler de la philosophie africaine au motif que les Africains n'ont pas une faculté, ce pouvoir qui permet de philosopher. En seconde, nous vous avions dit que la philosophie est le produit de la raison. Or, l'Afrique n'a pas de raison. Et du coup, du fait qu'il n'a pas de raison, donc il n'a pas de philosophie. C'est pourquoi je demande que vous soyez attentifs. Parce qu'il y a des sujets là-dessus. Ça va? Ici, nous avons eu droit aux auteurs qui ont dit que la philosophie africaine, l'Afrique n'a pas de raison. Simplement parce que l'Afrique ne peut pas, plutôt n'a pas de philosophie, simplement parce que l'Africain ne peut pas en produire, au motif qu'il n'a pas de raison. Maintenant, le discours que nous allons rencontrer avec les assimilationnistes est un discours particulier. Eux, les assimilationnistes, ne disent pas que l'Africain n'a pas de raison. S'il vous plaît. Donc comprenez-moi très bien. C'est nouveau pour vous. L'assimilationnisme est une doctrine qui professe, qui enseigne à ce que quelqu'un se confonde, se fonde dans le milieu qui exerce une pression sur lui. Or, selon les assimilationnistes, l'Europe est dominante. L'Europe pèse sur nous. Et la seule manière pour nous d'être heureux, c'est de s'assimiler. C'est-à-dire d'accepter de faire comme eux. Et chez eux, la philosophie africaine n'existe pas. Non pas parce que l'Africain ne peut pas en produire. L'Africain a une raison. Mais c'est simplement parce que la pensée, la raison africaine n'est pas utilisée à usage philosophique. On peut avoir un couteau, mais chacun de nous l'utilise à sa manière. Oui ou non? Oui. Il y a des gens qui utilisent le cahier pour les toilettes. Enfin, puisqu'ils ne savent pas aller acheter le papier hygiénique. Mais toi, et encore, ça va te fâcher, quand tu arrives, il a ton cahier de philo et il veut amener au pays. Quoi? Mais tu m'as tué! Et c'est ça le scandale exprimé par Bassentois et Paulet Outondi devant l'usage de la raison en Afrique. Pour eux, l'Africain est nanti d'une raison. Mais sa raison ne fonctionne pas en faveur de la philosophie. Elle n'est pas de type philosophique. On va essayer de regarder. Vous allez comprendre tout à l'heure qu'en fait, il y a comme anachronisme, etc. Parce que Paulet Outondi et Maxime Toa viennent après, on réagit contre la philosophie bantoue de Tepes. Mais monsieur le DE, Fayol vous dira que la philosophie fonctionne en dents de scie. En dents de scie. Ça veut dire quoi, l'image en dents de scie? Ça veut dire que ceci, que monsieur Fayol, aujourd'hui, 21e siècle, peut défendre une thèse vieille, soutenue par exemple la maïotique, soutenue par Socrate. Ça va? Et s'il faille regarder les philosophes qui soutiennent la maïotique, qu'importe la chronologie, on ne peut pas établir une chronologie rigoureuse. On met Fayol, le directeur des études Fayol avec Socrate ensemble. Alors que Socrate est de l'Antiquité. C'est le même débat ici. Nous sommes en train d'établir le sens de la problématique de la philosophie africaine. Dans cet établissement, cet effort d'établissement, nous remarquons que les, comment on appelle ça, les européocentristes
Et les assimilationnistes refusent de reconnaître la présence d'une philosophie en Afrique. Pour des raisons différentes, bien sûr. Pour les européocentristes, simplement parce que l'Africain n'a pas de raison. Or, la philosophie est le produit de la raison. Mais pour les assimilationnistes, ce n'est pas parce que l'Africain n'a pas de raison. L'Africain a une raison. Mais il ne l'utilise pas pour des fins philosophiques. Manière de dire que la pensée africaine n'est pas philosophique. Ça va? Voilà. Il y a là deux attitudes qui peuvent vous permettre à répondre à deux sujets de façon différente. Quand on vous pose, et je vais y revenir tout à l'heure, le sujet par exemple, l'Africain est-il hors du champ de la philosophie? Les Africains. Ici, moi, je prends plutôt les européocentristes. C'est eux qui répondent à cette question. Ils sont hors parce qu'ils n'ont pas de raison. Mais un sujet tel que l'ethnophilosophie, c'est-à-dire la pensée africaine, est-elle philosophique? Je n'ai pas besoin des européocentristes. J'ai besoin des assimilationnistes, c'est-à-dire Marcel Toa et Paulin Otondi, pour lesquels l'Afrique, jusqu'à ce jour, pense, mais pas philosophique. On va essayer de regarder ce que Marcel Toa nous dit. En quoi ce jeune occidentaliste, pour votre gouvernement, Marcel Toa agit en ce moment-là par rapport à ce contexte, parce que le DE peut réagir pour dire maintenant oui, Marcel Toa a changé de comportement au fur et à mesure. Bon, mais quand il sortait droit de l'Occident, des universités occidentales, et c'est une attitude, vous avez changé d'attitude, mais quand vous sortiez droit de l'université, le comportement était autre. On avait un comportement beaucoup plus universitaire. Maintenant, là, tu es pédagogue. Tu as compris que, et effectivement, c'est le même comportement pour ceux qui partent de l'Europe et reviennent en Afrique. Même de la vie sociale. Et ici, effectivement, Marcel Toa, qui sort des universités occidentales, dit qu'il n'y a pas de philosophie africaine. Et pourquoi? Parce que, selon lui, on ne peut pas parler d'une philosophie anonyme. Donc, une philosophie comment? Sans auteur. Et pourquoi? Parce que la philosophie est une pensée personnelle. C'est une réaction individuelle. C'est ma réaction. C'est ma manière de voir. Et du coup, une philosophie doit avoir un auteur. Voilà pourquoi il dit, je le cite, dans le domaine de l'art et de la littérature, les génies négro-africains se sont manifestés. Mais où sont les Chinois Achebe et les Aimé Césaire de la philosophie? Donc, selon lui, en littérature, dans le domaine de l'art, les Africains sont là. En d'autres termes, pour revenir sur ce que j'ai dit, que les Africains ont une raison qui fonctionne artistiquement, littérairement, mais pas philosophiquement. Voilà ce qu'il dit. Et il y a là quoi? Une condition fondamentale à l'acte de philosophie, selon Marcel Toa. En tout cas, Marcel Toa pense que la philosophie ne devient factuelle que par un auteur. Il faut que la philosophie porte la marque de son auteur. Il l'a dit dans un article, et c'est sur la problématique de la philosophie dans l'Afrique actuelle. Et la pensée africaine n'a pas d'auteur. Et pourquoi? Et simplement parce qu'elle est collective. Les mythes, les proverbes, les anecdotes, enfin tout ça, cette philosophie orale n'a pas d'auteur. Le mythe appartient beaucoup plus à une tribu. Il appartient à tout le monde. Vous comprenez? Donc, on retrouve difficilement un auteur. Et faire comme ça, selon Marcel Toa, ne peut pas être
reconnue comme étant une philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. Et il continue pour dire, la pensée africaine est une simple affirmation et non une recherche. Or, la philosophie est une recherche. En philosophie, la réponse est à la fin de la recherche, pas au début. Mais dans les mythes, dans la religion, dans, enfin, la philosophie orale, tout porte à croire que la vérité est au début et non à la fin. Ce qui fragilise la recherche. Ce qui devient pour le chercheur comment on appelle ça, un frein, un handicap. Voilà donc contre cette démarche, Marcel Toit s'insurge. Il dit que en mettant la vérité au début de toute la recherche et non à la fin, la pensée africaine se prive, c'est-à-dire n'accepte pas le questionnement, le doute et la contradiction. Or, nous savons que la philosophie est par nature doute, questionnement et contradiction. Dès lors qu'une pensée ne porte pas les traces du doute, du questionnement et de la contradiction, du coup, cette pensée-là n'est pas philosophique. Donc, c'est dire, selon Marcel Toit, que l'Afrique a une pensée, mais pas philosophique. Toutefois, Marcel Toit pense que l'Afrique peut accéder à une philosophie. Puisque les Africains ont quoi? Une raison. Mais il pose une condition. À condition que les Africains passent par la voie. C'est pourquoi nous appelons, nous taxons, nous qualifions Marcel Toit d'assimilationniste. Il dit pour que les Africains accèdent à la philosophie, ils ont l'obligation de passer par la voie occidentale, qui a observé 3 révolutions. La révolution critique dans l'Antiquité grecque, le passage du mythos au logos, la révolution technique et scientifique 16e, 17e siècle, et la révolution rationnelle au 18e siècle. Donc, à en croire Marcel Toit, l'Afrique jusqu'aujourd'hui n'a pas connu ces états. Et par conséquent, sa pensée ne peut pas être acceptée comme étant une pensée philosophique. Ici, en tout cas, il n'y a non pas la reconnaissance de la capacité de l'Africain à philosopher. Faute de raison. Non. Ici, nous ne disons pas que l'Africain ne peut pas philosopher parce qu'il n'a pas de raison. Non. Mais nous disons simplement que l'Africain n'a pas de philosophie parce que sa pensée n'est pas philosophique. Parce que sa pensée ne remplit pas les conditions ou les exigences de la philosophie. De la même manière, Paulin Otondi s'est comporté comme Marcel Toit. Paulin Otondi est béninois. Marcel Toit est camerounais. Ça va? Donc ce sont des Africains qui ont été étudiés et qui sont revenus en Afrique et qui réagissent comme ça. Bon, ont-ils tort, ont-ils raison? Ce n'est pas à moi de me prononcer. J'attends plutôt vos questions. Ce qui est vrai, c'est que ces jeunes, imbus d'une certaine occidentalité, donc d'un comportement imposé par l'Occident, parce qu'ils sortent droit des universités occidentales, de la même manière, hein, s'il vous plaît, il fut une époque, il est là, enfin pas le DE, lui il était, je ne sais pas, révolution. Ben, voilà, il était encore notre élève, mais lui il est là. De 2004 à 2010, 2004 à 2010, les étudiants à l'université, droit ou philosophie, portaient la marque de Thomas Sankara. On les reconnaissait. Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu a cette force de fabriquer, de faire.
de façonner. C'est pas comme vous aujourd'hui. Il y avait une marque. Dès que vous sortez, dès que vous avez un débat ailleurs, on reconnaissait que toi, tu es de tout. C'était formidable. C'était formidable. Et ça, c'était devenu comme un argument à l'époque. Quand on disait, Aristote a dit, on a déjà raison. Et à Brazzaville, c'était un argument déjà. Quand on dit, non, mais nous, à Thomas, tu as raison. Et l'autre fouille le débat. Parce qu'ici, il y avait des débats, hein, il y avait des conférences, franchement. Il y en avait. Oui, je vais revenir sur un terme. L'intention en question. Animons les conférences, ils en ont besoin. On en a fait. Alors, Paulin Otondi est sorti des universités occidentales. En tout cas, pour lui, la pensée africaine est simplement une pensée, elle n'est pas philosophique. Et il dit, la philosophie africaine n'est pas encore une réalité, elle est un projet ayant des conditions de sa réalisation. Suivez-moi, parce que le sujet c'est là. La philosophie africaine est-elle un projet? Paulin Otondi dit qu'elle est un projet. Et être un projet, ça veut dire que ce n'est pas une réalité. Donc c'est ce qui est à venir. Alors, et à l'entendre, les conditions de la réalisation de la philosophie africaine se ramènent aux différentes formations dont les jeunes Africains en sont bénéficiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant là, maintenant, au moment où nous sommes, je suis en face de vous et nous sommes à l'atelier. En train de faire, je suis là en train justement de préparer les futurs philosophes. Et selon Paulin Otondi, en tout cas, la philosophie africaine est encore à l'atelier, en train d'être faite à l'école, aux différentes universités. Aussi bien en Europe qu'en Afrique, bien sûr. Mais parmi les conditions que Paulin Otondi a retenues pour la réalisation d'une philosophie africaine, Paulin Otondi parle de l'écriture. Pour que la philosophie africaine devienne réellement une philosophie, il faut qu'elle soit écrite. Et pour qu'elle soit écrite, ou encore, dès qu'elle est écrite, ipso facto, il y a quoi? Un auteur. Je le cite. J'appelle philosophie africaine un ensemble de textes, l'ensemble précisément de textes écrits par les Africains et qualifiés par les auteurs eux-mêmes de philosophie. Ce propos nie la réalité d'une philosophie africaine. Et il ne s'arrête pas là, il réagit violemment contre la philosophie bantou de Tempès. Tempès, tout à l'heure, on va voir, avait écrit pour rompre avec une logique européocentrée qu'en fait, les Africains ont une philosophie. Ne fût-ce que par le titre, la philosophie bantou. Ce titre-là est une affirmation. Écrire la philosophie bantou, comme moi, j'ai écrit la philosophie des contes Mbéré. Donc pour moi, les Mbéré ont une philosophie. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit. C'est clair. Et lui, il a écrit la philosophie bantou. Donc pour lui, les bantous, les noirs ont une philosophie. C'est une affirmation. Réaction de Paulin Otondi pour dire que la philosophie est tout contre mode de vie, sauf mode de vie. Et pourquoi? Parce que selon Tempès, la philosophie africaine est à retrouver dans les mythes, les proverbes, les contes, bref, dans leur mode de vie. Réaction comme du berger à la bergère, où Otondi dit la philosophie naît en réaction contre le mode de vie. Donc, si la pensée est l'interprétation d'un mode de vie, la pensée philosophique est la réaction contre la pensée. Donc, la pensée philosophique n'est pas un mode de vie, plutôt est contre un mode de vie. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, la raison pour laquelle, à en croire Paulin Otondi, le travail effectué par Tempès
n'est que de l'ethnophilosophie. C'est quoi l'ethnophilosophie? Il y a deux mots, ethnie, ethno qui vient de l'ethnie ou de l'ethnologie et philosophie. Autrement dit, Tempels, dans son ouvrage La philosophie bantou, nous a présenté un spectacle pour Paulin Oukyondi désolant simplement parce que c'est un ersatz, c'est un mélange, c'est un méli-mélo d'ethnie et d'ethnologie et de philosophie. Donc c'est un mélange. Ce qu'on appelle une pseudo-philosophie. Une fausse pseudo-philosophie veut dire fausse philosophie. Donc la philosophie bantou de Tempels ne remplit pas les véritables critères de la philosophie. Donc, en fin de compte, de Marcel Toa à Paulin Oukyondi, nous retenons qu'il n'existe pas de philosophie africaine, bien que les Africains sont nantis de raison. J'insiste sur cette dimension. Ils ont la raison. Hegel a dit qu'ils n'ont pas de raison. Mais Paulin Oukyondi et Marcel Toa disent qu'ils ont la raison. Mais ils ne l'utilisent pas pour des fins philosophiques. C'est clair. Et ils pensent, Paulin Oukyondi, Marcel Toa et Paulin Oukyondi, au contraire que cette philosophie est possible, mais par simple assimilation au prototype occidental. Ce que l'on croit être une philosophie africaine n'est en fait que de l'ethnophilosophie. Bien, donc retenons pour l'essentiel que les européocentristes et les assimilationnistes, par le fait de disqualifier l'Africain du champ de la philosophie, présentent l'une des thèses qui pose la philosophie africaine comme étant problématique. Donc le premier sens, le sens de la philosophie africaine consiste justement en un refus de l'existence d'une philosophie africaine par un certain nombre d'auteurs que nous avions cités, plutôt situés à travers l'européocentrisme et l'assimilation. Voilà le sens. Donc le vrai sens de la problématique de la philosophie africaine consiste à refuser à l'Africain la présence, sinon l'existence, d'une philosophie africaine. C'est cette attitude, ma foi, qui va pousser un révérend père en mission en RDC à l'époque et qui a vécu avec les Noirs. Il a vécu, donc il n'est pas objet, hein, son discours ne peut pas être objet, ou encore son discours, c'est ça justement, hein, on a dit pédagogie. Alors, Tempels va dire que la philosophie africaine existe dans les mythes, les proverbes et autres, et il a vécu avec les Noirs. Et donc, son propos est loin d'être un préjugé. Mais malheureusement, il a eu à faire pas malheureusement, et il fait cette démonstration que cette philosophie africaine est spécifique. Premièrement, parce que la philosophie africaine est ontologique, elle porte sur l'être, et l'être est force, alors que l'ontologie occidentale est plutôt statique. Et deuxièmement, la philosophie africaine est spécifique parce qu'elle est une philosophie traditionnelle, c'est-à-dire portant sur les mythes et les religions et autres. Alors, Tempels a eu parmi les Africains des adeptes, ce que j'appelle les épigones. Ceux qui ont regardé comme lui, je citerai comme ça, Alexis Kagame, qui aurait dit que la philosophie africaine existe et les langues africaines véhiculent justement cette philosophie. Il y a eu John Mbiti qui dit pour sa part que la philosophie africaine existe dans les religions, les mythes, les proverbes et autres. C'est là-bas où est logée leur philosophie. Et Julien Funda est allé un peu plus loin pour dire que, en tout cas, refuser que la philosophie, refuser qu'il n'existe pas, ne pas reconnaître qu'il existe une philosophie africaine parce qu'elle se baigne du mythe de religion et autres, c'est faire entorse à la philosophie elle-même. Parce que la philosophie, même occidentale, se nourrit des mythes, des religions et tout. Donc, ce n'est pas ça une raison valable. Voilà donc
en résumé. Et nous voici au troisième point, le non-sens de la problématique de la philosophie africaine. Ce non-sens se dévoile à travers la reconnaissance de la pratique de la philosophie par les Africains. Il n'y a pas une date, elle est très bien. Les Africains pratiquent la philosophie très longtemps. Il y a, en ce sens, nous pouvons citer comme ça Niamse Kofi, qui réagit contre Marcel Doua. Il écrit un ouvrage, L'impasse de Doua et Paulin Mutonji, et dans son ouvrage, il dit la philosophie est l'entente de refuser le nivellement des consciences et des pensées. Ce qui signifierait qu'il serait absurde de penser que la pensée africaine est restée la même depuis la nuit des temps. Elle a évolué, elle est porteuse d'une philosophie. Tiamalenga Toumba, lui aussi dans Qu'est-ce que la philosophie africaine, démontre qu'il y a dans les mythes, les maximes, les contes et autres, une philosophie qui se dégage. Et que le discours européen-centré, autrement dit, les auteurs européens se sont nourris inévitablement des mythes, des contes et autres. Il dit, je le cite, « Il s'ensuit qu'il n'y a pas de lapsus linguique à étendre l'usage du mot philosophie à des contextes analogues et situés en dehors de l'Occident, en Asie ou en Afrique. » Il a dit donc, qu'est-ce que la philosophie africaine? Donc, il y a une philosophie pratiquée en Afrique, dans les exigences proprement africaines. En fin de compte, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est là la dimension prospective. Qu'est-ce qu'il faut prouver? Alors, je vais vous faire découvrir deux attitudes. Enfin, une attitude qui nous invite, vous et nous tous. Il nous faut aller au train. Ici, nous allons par exemple rencontrer Théophile Obenga qui démontre l'ancestralité de la philosophie africaine par rapport à la philosophie occidentale. La philosophie africaine est plus vieille que la philosophie occidentale. Il le dit dans son ouvrage, La philosophie africaine de l'époque pharaonique, de 2780 à 330 avant Jésus-Christ. Il dit, je le cite, « Plus de 2000 ans avant Thalès, l'Égypte pharaonique a magnifiquement philosophé et inventé une conception ordonnée de la vie, couchée en un langage qui suggère une tradition vieille de plusieurs siècles. Plus scientifique, il écrit, je le cite de nouveau, « Le temps n'est plus où l'on se demandait s'il existe, attention à vous, suivez bien, le temps n'est plus où l'on se demandait s'il existe une philosophie africaine. La plus ancienne est la philosophie pharaonique. La plus récente est celle de nos traditions orales, tandis que la plus actuelle est celle que nous créons face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. » Donc, à entendre Théophile Obenga, à entendre Théophile Obenga, l'expression problématique de la philosophie africaine relève d'une malhonnêteté intellectuelle. C'est de l'occidentocentrisme philosophique. Donc, c'est un non-sens. Et à Botolo Magoza Madobo dit que l'heure n'est plus à se demander s'il existe ou pas une philosophie africaine, mais à se mettre à philosopher comme le DE, à se mettre à philosopher comme moi. Et c'est à partir de nos travaux que l'autre, donc le blanc, peut nous accepter. Et je vous apprends que sur le plan sportif, un certain Mohamed Ali avait une philosophie particulière quand il était sur, accordez-moi encore quelques minutes, sur le ring. Il avait deux adversaires. Quand Mohamed Ali affrontait le noir, il était rare qu'il batte le noir par KO.
Donc il dosait ses coups. Et contre le blanc, c'était des chaos. Pour montrer que l'Afrique est forte, que l'Africain a tout, qu'il a tout ce qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle Rolls Soyinka a dit à vous, à nous et à nous tous que le tigre ne crie pas sa tigritude, il saute sur la proie et la mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par des lamentations, ce n'est pas par des pleurs, ce n'est pas en allant demander pardon à un blanc qu'il va nous considérer comme tel. Au contraire, c'est en amenant avec nous ce qui vaut la peine. Si c'est en français, des textes français, si c'est en philo, la philosophie des contes bantou, et Mbéré plutôt, en amenant ça, en discutant avec eux, qu'ils vont nous faire une place pour eux. Alors, on n'a jamais conclu en philosophie. La conclusion, il est là, n'est pas philosophique. Mais néanmoins, permettez que je dise ceci. La philosophie africaine existe en fonction de la réalité socio-économique de l'Afrique. C'est une évidence qui corrobore la pensée du philosophe allemand Friedrich Hegel qui laissait entendre que toute philosophie est fille de son temps. Ce qui justifie le fait qu'indubitablement la philosophie naît en réaction contre ou pour la réalité d'une société donnée. Ce qui explique son caractère historico-mondial, qu'importe sa forme. La philosophie africaine se pratique, j'allais dire, la philosophie se pratique en Afrique depuis toujours. Et le bon sens voudrait que la question de l'existence ou non d'une philosophie africaine perde de sa légalité. Ainsi, parler de la problématique de la philosophie africaine, c'est ne rien comprendre du tout. Alors pour mon souhait, et je le lui ai toujours dit, il y a de cela 3 ans, il est là. Je lui disais que toi qui es encore là-bas, tu rencontres les autres, parce qu'on les appelle pour regarder le programme de philosophie. En tout cas, à mon sens, et je le dis de haute voix, tu amènes ça là-bas, on pourra m'appeler, on discute. Le thème 1, la problématique de la philosophie africaine, doit être enlevé du programme de la philosophie au terminal. Parce que c'est un non-sens. C'est clair? Voilà. Et ce thème doit être affecté en histoire. Ce sont les historiens qui nous racontent Monsieur le proviseur, en fait, chers élèves, monsieur le proviseur, et le rapporteur, la partie que j'aime le plus aimer, mais alors que j'aime le plus aimer philosophiquement, c'est la conclusion non concluante de notre conférencier. Parce qu'il n'a pas voulu s'enfermer dans un afrocentrisme. Parce que pour dire son mot de fin, il a fait référence à qui? À Hegel. Comme pour dire, je ne te garde pas donc d'avoir dit ce que tu as dit sur les nègres. Comme pour dire que la philosophie, le philosophe africain ne doit pas tomber dans la même erreur que les occidentaux ou les occidentaux centristes, du moins ceux qui pensent qu'il n'y a de vie philosophique qu'en Occident. Que peut-on retenir, puisque je vous vois déjà assez assoiffé, poser des questions, de vous interroger? Mais j'aimerais bien vous dire à l'avance, comme disait Karl Jaspers d'ailleurs, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Et chaque réponse devient une nouvelle question. Et donc les questions que vous poserez, ne vous attendez pas à ce qu'elles soient sous la forme d'histoire, où il y aura des recettes toutes faites. Il y aura des questions qui, en réalité,
sont des questions pour la vie, pour lesquelles il n'y aura pas de réponse. Ainsi, que peut-on retenir? Notre conférencier s'est prononcé sur 4 axes. Le premier, c'était le sens de la philosophie africaine, dans lequel il a nuancé la philosophie africaine, les expressions philosophie africaine et la philosophie en Afrique. Vous auriez tous, parce que vous étiez très attentifs, vous avez tous compris que la philosophie africaine, on le dit, pour dire ou pour qualifier l'ensemble des